Du côté de l'homme qui avait dénoncé le système Guérini, Arnaud Montebourg, on appelle à être intraitable avec les propres affaires du PS. Nous souhaitons qu'il soit mis hors d'état de nuire à la réputation des socialistes. Cela s'appelle la responsabilité politique. Les partis politiques ont le devoir de faire le ménage chez eux. Ce soir, l'ancienne juge d'instruction Eva Joly, candidate Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, juge impératif que Jean-Noël Guérini démissionne. Et en ligne avec nous le patron des sénateurs socialistes, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mis en examen, Jean-Noël Guérini se met en congé du parti et délègue une part de ses prérogatives de président de Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont il ne compte pas cependant démissionner. Est-ce que c'est suffisant? Les bonnes décisions ont été prises? Écoutez, je crois qu'en effet, c'est une bonne décision de sa part que de se mettre en retrait. De se mettre en congé du Parti socialiste, c'était tout à fait important. Ça avait été d'ailleurs demandé par le parti. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons à la fois à préserver la présomption d'innocence tout de même, qui est un élément très important pour nous tous, et en même temps à bien séparer les problèmes qui pourraient intervenir et ce que le Parti socialiste doit assumer comme responsabilité. Donc Jean-Noël Guérini doit se mettre en retrait le temps de la procédure, et le Parti socialiste doit, quant à lui, prendre les décisions qui s'imposent. J'entends bien le mot retrait, Jean-Pierre Bel. Est-ce qu'il doit également démissionner, selon vous? Écoutez, Jean-Noël Guérini va pouvoir, se mettre en retrait, prouver, puisqu'il a lui-même déclaré son innocence, en tout cas se défendre. Et à partir de là, la mise en congé me paraît être un élément très important. Nous ne pouvons pas préjuger de la suite de cette affaire, et je crois que dans la période, c'est le Parti socialiste de toute façon qui a la responsabilité de dire exactement quelle sera sa position sur la décision qui est prise par Jean-Noël Guérini, et nous attendrons, nous en discuterons. Il ne faut pas qu'il y ait d'emballement non plus dans des affaires comme ça. Je l'apprends ce soir, moi j'ai pas tous les détails de cette affaire, ni même de ce qui s'est décidé cet après-midi. Nous verrons ensemble quelles sont les décisions qu'il appartient de prendre, mais je crois que Arlène Désir s'est exprimée de manière suffisamment claire et suffisamment ferme. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'être intervenu ce soir. Et puis j'ajoute que la haute autorité des primaires a rappelé les candidats socialistes au respect de la charte éthique pour ce scrutin, après les propos très critiques de Ségolène Royal contre Martine Aubry et François Hollande dans le Figaro. La présidente de la région Poitou-Charentes a dénoncé l'inaction du favori des sondages. Quant à Martine Aubry, elle a fustigé sa méconnaissance des campagnes. Ségolène Royal qui affirme aujourd'hui que le journal Le Figaro a publié des phrases sorties de leur contexte. Et puis après les députés, les sénateurs viennent d'approuver ce soir les mesures du plan de rigueur du gouvernement ainsi que le plan d'aide à la Grèce. Comme attendu, l'adoption du collectif budgétaire s'est faite sans encombre. Le gouvernement avait appelé sa majorité à ne pas tarder. Message entendu donc, mais les sénateurs préviennent que le vrai débat aura lieu dans le cadre du budget 2012. Les détails avec Margot Aubrio. Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi. Il n'a pas fait de vague. Après l'Assemblée, le Sénat donne son feu vert au plan de rigueur et à l'aide à la Grèce. Un vote conforme donc et un appel à la responsabilité. C'est tout simplement une question de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de nos engagements de réduction de déficit public, responsabilité vis-à-vis des Français. Nous avons bien compris que la majorité voulait un conforme, donc nos amendements, vous ne les entendrez pas. Cette cure d'austérité permettra d'économiser 1 milliard d'euros d'ici la fin de l'année et 6 milliards l'année prochaine. De l'augmentation de la fiscalité sur les plus-values immobilières aux taxes sur l'hôtellerie de luxe, les articles ont été adoptés sans suspense, ou presque. L'alourdissement de la taxation sur les complémentaires santé a provoqué la colère de l'opposition et un amendement très isolé de la majorité. Simplement quelques mots sur cet amendement, 2 points sur cet amendement. Le coût pour les familles les plus modestes, qui a été souligné, le risque de frein à l'accès aux soins. Un amendement retiré. La taxe sur les hauts revenus attendra. Pressé, le gouvernement a pu boucler son opération. Les sénateurs, eux, sont retournés sur le terrain, faire campagne en vue des sénatoriales.
Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le géant américain Coca-Cola a annoncé la suspension d'un investissement de 17 millions d'euros en France en réponse au projet de taxe sur les sodas. On écoute la réaction de la ministre du Budget, Valérie Pécresse. C'est une décision regrettable et moi personnellement je la regrette parce que ce n'est pas une taxe de 1 centime supplémentaire sur des canettes de boissons à sucre ajouté qui va mettre en péril l'exploitation de Coca-Cola. Voilà, cette information qui nous parvient à l'instant, puisque le président de Coca-Cola Entreprises Europe a démenti à l'instant à la télévision que son groupe allait suspendre un investissement donc de 17 millions d'euros en France en réponse au projet de taxe sur les boissons à sucre ajouté dévoilé fin août. Autre taxe qui fait grincer des dents mais qui a été finalement adoptée, il s'agit de la taxe sur les mutuelles. Le taux va passer de 3,5% à 7%. Alors qu'est-ce qui va concrètement changer pour votre mutuelle santé? La réponse avec Bérengère Dinglas. 75 € par an, c'est ce que pourrait coûter à une famille de 4 personnes la nouvelle taxe sur les mutuelles. En moyenne, celle-ci consacre déjà 1 000 € par an à sa complémentaire santé. Le gouvernement propose cette fois de majorer de 3,5 à 7% la taxe spéciale sur les contrats d'assurance maladie solidaire. Une mesure qui pourrait concerner 58 millions de Français. Un renchérissement de la santé qui inquiète les associations de consommateurs. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'assurance complémentaire, il ne faut pas l'oublier. Et d'autre part, beaucoup d'entre eux se contentent d'assurances vraiment très minimales, ce qui pose un problème notamment lorsqu'ils doivent engager des frais comme pour soigner les dents, la lunette, etc. Pour le gouvernement, il s'agit de supprimer une niche fiscale et de gagner 1,1 milliard d'euros par an. Choix surprenant, alors même que dans son dernier rapport, l'inspection générale des finances estimait que l'exonération dont bénéficiaient les mutuelles jusque 2010 méritait d'être conservée. Ce matin, Xavier Bertrand se justifiait en disant que les mutuelles n'étaient pas obligées de répercuter cette nouvelle hausse fiscale. Comment voulez-vous qu'un secteur économique puisse ne pas répercuter 11% de taxes nouvelles en 3 ans? Ça veut dire très simplement que quand une mutuelle reçoit 100 € de cotisation, aujourd'hui, elle verse immédiatement 13,27 € de taxes. C'est autant qui n'est pas distribué en prestations. Je ne sais pas par quel miracle nous pourrions éviter de répercuter cette hausse. Entre 2008 et 2012, les taxes sur les complémentaires santé auront été multipliées par 20. Elle est la suite du 22h avec le débat ce soir autour de mesures qui vous concernent directement, comme la taxe par exemple sur les mutuelles contenue dans le plan de rigueur du gouvernement adopté il y a quelques instants ce soir par le Sénat. Nous allons discuter de ce plan et puis de ses conséquences avec nos invités. Christian Saint-Etienne, bonsoir, bienvenue à vous, économiste et membre du Conseil d'analyse économique. Avec nous également Olivier Ferrand, bonsoir, président de think tank Terra Nova, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Alors finalement, ce plan avec toutes ces mesures très diverses que l'on vient de passer en revue, qui il concerne en premier? Les classes moyennes, les hauts revenus? Christian Saint-Etienne, qui? C'est un plan... il y a plusieurs réponses à votre question. Alors si on regarde les 10 ou 11 milliards d'euros, il y a des mesures qui touchent les entreprises sur les limitations de possibilité de report des pertes sur les années antérieures et même sur les années à venir. Il y a des mesures sur les classes aisées, il y a la mesure sur les mutuelles, donc il y a un ensemble de mesures. Au fond, on sent que le gouvernement a fait les fonds de tiroir pour essayer de trouver une dizaine de milliards. Mais en réalité, quand on regarde la nécessité de l'ajustement, quand on compare aux autres pays comme l'Italie et l'Espagne, on a actuellement besoin d'un ajustement de l'ordre de 30 milliards d'euros. Or, toutes les études disponibles, les organisations internationales, les universités qui ont fait des études sur les plans d'ajustement qui ont réussi dans les 40 dernières années montrent que les plans qui réussissent, c'est 2 tiers de baisse de dépenses, 1 tiers de hausse d'impôts. Alors là, on a fait 100% de hausse d'impôts. En réalité, si on faisait 10 milliards de hausse d'impôts, il aurait fallu faire 20 milliards de baisse de dépenses. En Italie, en Espagne, on a annoncé des mesures de baisse de dépenses. Il n'y en a pas eu en France. Et donc, c'est un plan extrêmement déséquilibré. Et donc, c'est un plan qui ne rencontre pas la compréhension et l'adhésion des... Constat sévère de votre part, Jean-Louis. Quelques chiffres simplement. Sur les 12 milliards, il y en a 4 qui sont sur les ménages.
4 milliards à peu près, que ce soit les fameuses plus-values immobilières, la fameuse relèvement de la taxe sur les mutuelles, ensuite un certain nombre de prélèvements sociaux, ça fait 4. Sur les 12 milliards, il y en a 7 quand même qui iront aux fonds sociaux. Donc 4 milliards pour les ménages. Si on enlève quelques bricoles du style hôtel de luxe, etc., l'essentiel va quand même porter sur les entreprises. Hein. Et l'essentiel des prélèvements vont aller aux organismes sociaux. Voilà. Olivier Ferrand, c'est bien. C'est pas directement, ça ne concerne pas directement les ménages, ce sont les entreprises, donc les ménages sont épargnés. Pourquoi ce serait bien? Je ne sais pas si le mix. On conserve au moins leur pouvoir d'achat. Je ne sais pas si le mix est bon, on peut en discuter. Et je tâcherai volontiers mes amis de gauche pour rejoindre Christian Saint-Etienne sur le fait que la France a aussi besoin de réduire ses dépenses. Nous sommes numéro 1 mondial sur 194 pays et maintenant de très loin en termes de dépenses publiques, avec 56% de dépenses publiques. Franchement, on doit pouvoir faire pareil avec un peu moins d'argent. Mais le problème central, c'est pas le mix, c'est le volume. On disait à l'instant, l'effort qui est proposé est dramatiquement insuffisant. Il va à peine couvrir. Il fallait être plus dur encore, serrer encore plus la ceinture, c'est ça ce que vous proposez? Mais bien sûr, on va dans le mur en klaxonnant. Alors du sang et des larmes avec vous? Non, qu'a-t-on fait avec pourquoi est-ce qu'on a mis 11 milliards d'euros sur la table? Parce qu'on a baissé les hypothèses de croissance farfelues qu'avait retenues le ministre des Finances pour fabriquer son budget. Tout le monde savait que l'hypothèse de croissance de 2,25% était fausse depuis le début. Entre-temps, en plus, on a approfondi la crise. Donc évidemment, on se retrouve avec un trou qu'on connaissait d'avance. Donc les 11 milliards ne serviront absolument pas à réduire les déficits, simplement à les maintenir. Vous aurez mis la barre à combien? Simplement à les, je vais vous dire, simplement à les maintenir du fait de la baisse de l'hypothèse de croissance. Regardez quand même une chose. En mai 2012, quand on changera, j'espère, de gouvernement dans ce pays et de président de la République, en mai 2012, nous serons à 90% de dette publique et avec un déficit qui sera de l'ordre, comme aujourd'hui, de 6 à 7%. Ce qui veut dire, je finis juste le raisonnement, que nous aurons, que le futur gouvernement aura 18 mois de survie budgétaire devant lui, parce qu'à 100%, 90% plus 10 points, 18 mois plus tard, ça fera 100, et là les marchés légitimement nous lâcheront. 18 mois de survie budgétaire sans même parler des risques de domino de la crise grecque et bancaire. 18 mois de survie budgétaire du fait de l'incurie 18 mois de survie, de ce gouvernement depuis 5 ans. 18 mois de survie budgétaire, ce plan quand même adopté ce soir. Christian Saint-Etienne, est-ce que le gouvernement peut prévoir aussi des mesures de relance, comme l'a d'ailleurs dit Christine Lagarde, pour l'Europe, ou est-ce que c'est complètement incompatible? Comme il vient d'être dit, nous avons le record de la dépense publique, alors malheureusement pas mondial, puisque le Danemark est juste encore au-dessus de nous, mais nous sommes à l'intérieur de la zone euro, 8 points de PIB au-dessus de la moyenne, 10 points au-dessus de l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, dans sa dépense publique, il y a toujours les dépenses au profit de l'Est. Donc 10 points d'écart, ça fait 200 milliards. Si nous réduisions la moitié de l'écart avec la moyenne de la zone euro, c'est-à-dire un écart de 8, si on réduisait de 4 en dépenses publiques, on aurait résolu notre problème de déficit. Donc c'est sur la dépense publique qu'il faut faire porter l'effort. Et ce que je crains, je suis à la fois peut-être moins sévère, mais en même temps plus inquiet. Je pense que le gouvernement a fait un faux calcul en annonçant le 24 août un plan de 10 milliards au lieu de 30, c'est-à-dire en oubliant les 20 milliards de baisse de dépenses. Je pense qu'il a pris une option pour devoir faire en urgence une réduction. C'est quand même un chiffre énorme, et les conséquences sociales, etc. Est-ce qu'il aurait pu l'annoncer aussi facilement? Parce que le dire sur un plateau, c'est facile, mais l'annoncer dans un contexte social tendu, comment ça se passe? Je vois que vous êtes prête pour entrer en politique, mais je vous réponds je vous réponds tout de suite. Il y a des analyses très précises qui sortent continuellement, la Cour des comptes et d'ailleurs, qui montrent que sur le seul poste des médicaments de la sécurité sociale, à dépenses de médicaments, enfin à boîtes de médicaments données aux malades équivalents en nombre de boîtes, nous pourrions, si nous appliquions la politique d'achat des Britanniques à l'industrie pharmaceutique, économiser entre 5 et 7 milliards d'euros. Ça ne toucherait pas les consommateurs. Autres études qui ont été faites, si les collectivités locales appliquaient collectivement au niveau des départements ou des régions des politiques d'achat
commune. La commande publique en France est 10 points de PIB. On pourrait faire des économies, là aussi, de 7 à 8 milliards à services donnés. Donc, il y a des pratiques managériales qui doivent être transformées en urgence et qui permettraient d'économiser une vingtaine de milliards sans remettre en cause les services aux consommateurs. Jean-Louis, excusez-moi, juste un mot avec Jean-Louis. Le frappant en 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a un problème structurel que vous venez de décrire, les 56%, les problèmes de la dépense excessive, etc., etc. Mais là, il y a une urgence, et je ne sais pas si ça viendra dans le débat de la campagne présidentielle, parce que le débat se focalise sur les finances publiques. Visiblement, je lisais hier 2 pages du Parisien sur les programmes différents du Parti socialiste, c'est très centré finances publiques. Le problème, c'est aussi l'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'il y a un problème structurel lié à un excès de dépenses, mais on sait qu'on a une menace réelle. Aujourd'hui, l'OCDE a signalé qu'il y avait une menace de récession, hypothèse qu'a exclu M. Barroso avant-hier, mais qui est quand même réelle. C'est-à-dire que et M. Barouin pour la France aussi, mardi dernier sur Europe 1. En réalité, elle est là, cette hypothèse, de mon point de vue. Donc le problème, il est le suivant, c'est est-ce que 30 milliards d'ici à la fin 2012 d'économies budgétaires ne sont pas récessifs. Et je pense qu'il ne faut pas exclure, il y a un débat chez les économistes. Ce n'est pas vrai que tout le monde est d'accord sur l'urgence des 30 milliards d'ici à 2012. Je vous propose... sur ce point, juste en un mot, c'est qu'il faut faire des économies parce que ça n'a pas de sens de surdépenser pour acheter des médicaments, mais ça n'empêche pas qu'au niveau de la zone euro, il y a un plan de 100 milliards ou 200 milliards d'euros collectifs pour des infrastructures communes à la zone euro. Christian Donc il Saint-Étienne, faut vous parlez de agir sur les 2 niveaux. Un mot, s'il vous plaît, messieurs, un mot sur le déficit de la sécurité sociale qui a atteint l'an dernier un triste record qui s'élève à près de 30 milliards d'euros pour les régimes de base et de fonds de solidarité vieillesse. Le montant a triplé en 2 ans. On va écouter le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Ensuite, c'est à vous, Olivier Ferrand. Regardez ce qui se passe dans les pays qui nous sont comparables. Bon, il n'y a pas de déficit aussi durable. Et la conséquence du déficit, c'est-à-dire la dette sociale, est également une anomalie. C'est un véritable poison, c'est une véritable drogue, oui, dont il faut se désintoxiquer. Olivier Ferrand. Oui, c'est assez avant, vous savez, par exemple, sur les finances sociales, nous avons une règle d'or. On parle beaucoup de la règle d'or. Nous avons une règle d'or que nous violons allègrement sur les finances sociales, qui fait que nous ne devons pas, et c'est bien normal, avoir des finances sociales. On ne peut pas contracter de la dette sociale pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas demander aux actifs de demain de financer les prestations sociales des actifs d'aujourd'hui, ce qui serait un peu exagéré. Et c'est ce qu'on fait, évidemment. Et tout le débat sur la rigueur de l'assainissement des finances publiques, c'est simplement de la bonne gestion. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait, mais il y a en 2010, parce qu'on parle de déficit en pourcentage du PIB, de la richesse nationale, mais quand on compare les recettes et les dépenses de l'État, par exemple, on s'aperçoit que les dépenses sont étaient presque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est de l'ordre d'idée, du double des recettes. Imaginez que vous gagnez 2 000 € par mois et que structurellement vous dépensez tous les mois 4 000 alors que vous en gagnez 2 000. À un moment donné, le banquier va vous dire vous exagérez. Sortons des chiffres. Christian Saint-Étienne, est-ce que désormais on peut dire que les opinions publiques mondiales et françaises ont évolué? Est-ce qu'elles sont converties désormais à la religion de la vertu budgétaire? Et ça, c'est une bonne chose, peut-être. Si vous voulez, la vertu budgétaire pour elle-même, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est effectivement de couper dans les dépenses de fonctionnement et les gaspillages pour dépenser davantage dans les infrastructures, alors même que nous devons réduire très significativement le ratio de dépenses publiques au PIB, qui est effectivement de 56 points par rapport à une moyenne de la zone euro hors France de 48. On va devoir descendre rapidement vers 52, 50. En même temps qu'on va devoir réduire la dépense publique, on va devoir dépenser davantage sur les universités, sur l'éducation et sur les infrastructures. Donc, il va falloir opérer une gouvernance très forte de la dépense publique. C'est le mot de la fin. Et c'est un élément décisif. Vous avez l'air d'être tous d'accord. Par redéploiement, il faut que toute mesure nouvelle soit gagée par la réduction des mesures anciennes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. À l'international à présent, c'est un discours très attendu de Barack Obama sur l'emploi. Ce soir, ce sera à 1h du matin, heure de Paris. L'enjeu est double pour le président américain. Lancer sa bataille contre le chômage, scotché à 9% de la population active et puis, surtout, sauver son mandat. Marie Brémaud.
Barack Obama va devoir convaincre. Son discours, il le sait, est très attendu dans une Amérique au plus mal. Plus de 9% de la population active se trouve sans emploi, soit 14 millions de chômeurs. Le président va donc exposer son plan au Congrès pour remettre l'Amérique au travail, selon ses mots. Pour ce faire, la Maison-Blanche voit grand 300 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine sous forme d'allègements fiscaux et de dépenses d'infrastructures. Mais pour financer ce plan de relance, il faudra, dans les années qui viennent, augmenter les impôts de manière significative. Et cela va être compliqué de le faire passer au Congrès, tant l'hostilité des républicains est grande. Barack Obama va probablement devoir faire des concessions. Mais le président ce soir joue gros. À 14 mois de l'élection présidentielle, il doit prouver sa capacité à remettre le pays sur les rails de l'emploi. L'invité politique du 22h, c'est le sénateur de Belfort et président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Du territoire de Belfort. C'est dit. Bienvenue à vous. Alors on va commencer par l'actualité américaine. Avec le discours à venir de Barack Obama sur l'emploi, 300 milliards de dollars devraient être annoncés pour relancer l'emploi dans une économie en panne. Est-ce qu'on a raison d'attendre religieusement en Europe le redémarrage de l'économie américaine? Mais religieusement, ça veut dire beaucoup de choses. Je constate simplement que les Américains relancent leur économie, 300 milliards de dollars, alors que partout en Europe, ce sont des plans d'austérité, des plans de rigueur qui nous conduisent droit à la récession. Alors comment ne pas s'étonner de la différence entre ce qui se passe aux États-Unis, où naturellement il y a toujours la volonté de reprendre l'avantage sur une situation difficile, et puis en Europe, où on serre la vis, on voit bien que ça ne conduit à rien, sinon les indignados dans la rue. Alors, situation très difficile aussi en Grèce. Le plan d'aide à la Grèce, justement, vient d'être adopté par le Sénat tout à l'heure. Jean-Pierre Chevènement, en cas d'échec de ce plan de sauvetage, Jean-Pierre Jouyet, président de l'autorité des marchés financiers, juge envisageable la mise sous tutelle de la Grèce. Qu'en pensez-vous? J'en pense beaucoup de mal, quelques sympathies que j'ai personnellement pour Jean-Pierre Jouyet. Parce que l'idée de mettre un peuple sous tutelle est une idée profondément réactionnaire, antidémocratique. Je pense que le problème, il est celui de l'euro. Une monnaie unique mal conçue, dès l'origine. Une erreur de conception. 17 pays très différents, hétérogènes, par leur structure économique, politique, culturelle, qu'on met ensemble, ça ne pouvait pas marcher. L'évolution a creusé les écarts, renforcé les forts, affaibli les faibles, et nous nous trouvons dans une situation très difficile. Est-ce que cette erreur dont vous parlez de conception peut être fatale? Est-ce qu'elle peut conduire à l'éclatement de cette zone euro? Malheureusement, oui. Alors je ne dis pas que c'est absolument inévitable. J'ai rencontré le Premier ministre cet après-midi et je lui ai suggéré de regarder du côté de la Banque centrale qui a commencé à racheter des obligations italiennes et espagnoles pour faire tomber les taux d'intérêt auxquels ces pays sont obligés d'emprunter. Il a été sensible à votre... ça, il faut lui demander à lui. Il a dû vous le dire. Je lui ai donné les idées qui me venaient à l'esprit. J'ai répondu à ces questions. Il m'a demandé quelles étaient les pistes qui pouvaient s'offrir dans mon esprit. Mais je pense que c'est un homme qui écoute, c'est un homme qui est attentif. Et je lui ai parlé évidemment du rôle de la Banque centrale européenne qui est au cœur de l'architecture de la zone euro. Puis d'autre part, de la manière dont la dette est souscrite en France. Ce sont les banques qui ont le monopole de la souscription de la dette, ce qu'on appelle les obligations amortissables du Trésor. Pourquoi ne pas faire comme au Japon et offrir aux ménages la possibilité de souscrire des titres de dette de l'État? Vous lui avez donné beaucoup de conseils. Vous lui avez peut-être aussi parlé de la règle d'or budgétaire. Est-ce qu'il vous c'est lui qui m'a posé la question, mais il connaissait la réponse. Il savait que j'avais voté contre le projet de révision. Des méfaits de cette règle budgétaire? C'est-à-dire que je lui ai dit qu'elle était récessionniste, 2, antidémocratique, puisqu'elle prive le Parlement de son droit d'initiative, et qu'elle crée une rigidité
tout à fait insupportable. Hein, il vaudrait mieux avoir un peu plus d'imagination. Donc nous n'avons pas perdu beaucoup de temps sur cette question. Nous avons parlé de choses plus sérieuses. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous apportez, vous donnez quelques pistes en étant dans l'opposition. Peut-être que vous pouvez les donner en étant au pouvoir. D'ailleurs, imaginons, vous avez dit que vous allez officialiser votre candidature à la présidentielle d'ici à la fin de l'automne, avant fin décembre, je suppose. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer à y aller ? Bien, j'ai toujours présenté ma candidature comme étant une candidature pédagogique, destinée à faire bouger les lignes, à amener en particulier les candidats qui se réclament de la gauche à prendre en compte la réalité. Je ne veux pas entendre parler de fédéralisme. Fédéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire coercition. Ça veut dire fin de la démocratie. Ça veut dire victoire des oligarchies de l'argent sur les parlements, sur la démocratie, sur la volonté des peuples. Donc je pense qu'il y a, de la part des socialistes, qui ne sont pas encore prononcés, une mise à jour absolument nécessaire. Assez de psittacisme. Le psittacisme, si vous l'ignorez, c'est le langage des perroquets. Ben voilà. Donc nous aimerions que M. Hollande, Mme Aubry, Mme Royal, je fais une exception pour M. Montebourg. Hein, enfin, une exception, c'est quoi? C'est un coup de cœur? Oui, parce que M. Montebourg a commencé à réfléchir. Non, c'est un des rares qui ait commencé à réfléchir. Est-ce que c'est le candidat qui mène la meilleure campagne au Parti Socialiste, selon vous? Je ne veux pas intervenir dans la campagne du Parti Socialiste. Vous savez que je pratique le principe de la non-ingérence. En tout domaine. Non-ingérence, mais peut-être votre réaction ce soir sur la mise en examen de Jean-Noël Guérini. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous dites aussi, comme le dit Harlem Désir, que c'est la fin d'un système? Écoutez, c'est le système du Parti Socialiste. Hein il y a partout des baronnies. Le système de Guérini est celui du Parti Socialiste? Non, mais il y a des baronnies partout. Il n'y en a pas que dans les Bouches-du-Rhône. Hein, évitons de cristalliser sur un seul département. Il y a partout, de grands féodaux qui disposent d'une clientèle, de locataires, de prestataires divers. Il y en a d'autres, il va falloir faire le ménage alors. Hein? Non, mais ça c'est un problème qui devrait être posé en pleine lumière. Alors vous me posez la question de M. Guérini. Bon, M. Guérini est sénateur depuis très longtemps, depuis au moins 1998, si je ne me trompe pas. Il est aussi premier secrétaire de la Fédération des Bouches-du-Rhône et même président du Conseil général. Tout à fait. Hein? Bon, ben, c'est à lui qu'il appartient de tirer les conclusions. Je dirais qu'une mise en examen ne signifie pas que la présomption d'innocence disparaît. Donc il y a la présomption d'innocence. Maintenant, c'est à lui, en son âme et conscience, de décider ce qu'il doit faire. Et ce n'est pas à moi, qui n'appartient pas au même parti que lui, de me substituer à lui. Qu'il fasse ce qui lui paraît honorable. Rappelez ce soir vos différences avec le Parti Socialiste sur ce sujet et d'autres. Un mot, Jean-Pierre Chevènement, sur les élections sénatoriales. On vous prête l'ambition de vous présenter à la présidence du Sénat? C'est une rumeur, une réalité? Moi, je ne sais pas qui a dit ça, moi je ne l'ai jamais dit. Hein, je suis très calme. Hein. Je n'y pense pas, il faudrait qu'on fasse appel à moi, mais je ne vois pas que personne ait l'idée de faire appel à moi pour le moment. Donc je suis très calme. Donc j'imagine que vous avez un candidat à la présidence du Sénat. J'attends de voir quel sera le résultat des élections sénatoriales. Vous attendez de faire bouger les lignes, vous attendez les résultats? Non, mais j'attends le résultat des élections sénatoriales. Vous me demandez si j'ai un candidat. Je n'ai pas de candidat pour le moment, je n'ai parlé à personne. Je suis muet comme une carpe. Et il y a beaucoup de gens qui parlent à ma place, hein. Tout à fait à tort, ils ne sont mandatés par personne. La stratégie du silence, alors? Si vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé, comme tous les soirs, par Cécile Sixou.
Le Niger. Mais combien de convois de contrebandiers, de marchandises et de gens entrent dans le désert chaque jour vers le Soudan, le Tchad, le Mali ou l'Algérie, comme si c'était la première fois qu'un convoi traverse le désert vers le Niger. Du fond de sa cachette, il raille ceux qui le croient au Niger. Mouammar Kadhafi, traqué de toutes parts, s'est exprimé aujourd'hui sur Arai, une télévision libyenne, et a balayé les rumeurs sur sa fuite du pays. Dans son message, l'ex-dirigeant libyen s'est également engagé à combattre jusqu'au bout les forces de l'OTAN et des rebelles. Je cite, des rats et des mercenaires qui sont une bande de chiens. Il avait défrayé la chronique l'hiver dernier, non pas pour sa nouvelle collection, mais pour avoir proféré des injures racistes et antisémites. John Galliano a été condamné aujourd'hui à verser 6 000 € d'amende avec sursis par le parquet de Paris. Les faits remontent à février et mars 2011. L'ex-couturier vedette de Dior s'était verbalement attaqué à des clients dans un bar parisien. Une sanction modérée. Le tribunal, dans sa décision, a considéré que M. Galliano avait présenté des excuses, que M. Galliano avait entrepris de se soigner. Il a tenu compte des circonstances de sa maladie pour décider de prononcer des amendes avec sursis, donc il n'y aura pas d'amende à payer. Je crois que c'est un